Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, fin de combat. Le combat, c'est celui de Karl Ove Knausgaard. Mon combat, livre 6, le dernier, ou les 3 dernières parties de cette somme autobiographique, intitulée donc Mon combat, comme était intitulé un autre livre écrit en allemand, dont il est beaucoup question dans cette dernière partie du combat de Karl Ove Knausgaard. Karl Ove Knausgaard, lui, écrit en norvégien depuis la Suède, et son projet, c'est de raconter sa propre vie et la vie de ses proches en entrant dans les moindres détails. Et il s'agit donc ici de la fin. J'ai lu les premières parties il y a déjà quelques temps. Je crois que j'en ai parlé par-ci par-là auparavant dans ces vidéos. Et fin de combat, c'est donc la dernière partie. Et c'est le moment où Knausgaard va publier les premières parties. Et où tout d'un coup, il va se rendre compte que ce qu'il a écrit, sa propre vie et la vie de son père, la mort d'un père, la première partie, raconte la vie et surtout les circonstances assez sordides de la mort du père de Karl Ove Knausgaard. Et avant de publier ce livre-là, il l'envoie aux membres de sa famille et aux personnes qui sont présentes dans le livre pour qu'ils acceptent que leur vie soit révélée et avec beaucoup de détails. La plupart vont dire oui, mais un oncle qui s'appelle Gunnar, le frère du père, lui va au contraire menacer son neveu de procès et l'insulter, lui écrire des mails qui vont complètement anéantir le personnage extrêmement sensible qu'est l'auteur de ce livre-là. Il va remettre en cause les faits énoncés par l'auteur dans le premier livre. Et donc, cette question de la publication de l'intimité, de raconter la vie, sa vie, la vie de sa famille dans les moindres détails, est-ce que ça implique, par rapport aux gens qui font partie de cette vie-là, elle est posée de manière directe et brutale. Et elle remet en cause le projet de Karl Ove Knausgaard, qui va beaucoup y réfléchir. Voilà une page où il doute, où tout d'un coup il se dit mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je publie vraiment ceci ? Est-ce que je change les noms ? Est-ce que je dois renoncer à tout ça ? Est-ce que mon entreprise est une entreprise mensongère, comme l'en accuse son oncle, tout en rejetant la faute sur la mère de Karl Ove Knausgaard, que l'oncle visiblement ne supportait pas. Bref, des histoires de famille assez glauques, qui tout d'un coup viennent intervenir dans le livre, où le livre intervient dans les histoires de famille, les deux s'entremêlent. Ce n'était donc pas que j'ai écrit la vérité sur mon père et sur ce qu'il était advenu de lui les dernières années de sa vie qui constituait le problème principal du roman pour Gunnar. Je remarque ici l'utilisation du mot roman. Alors évidemment, c'est une traduction, ici, faite par plusieurs personnes, Christine Berlioz, Laila Flink, Tulesen, Jean-Baptiste Courceau et Marie-Pierre Fiquet, mais j'imagine qu'ils ont dû réfléchir à ce terme-là, le terme de roman, roman impliquant a priori l'idée de fiction. Or ici, tout est vrai.
Mais c'est quand même le terme roman qui est employé, avec cette ambiguïté-là. Donc le problème principal du roman pour Gunnar, ça n'est pas donc qu'il ait écrit la vérité sur son père, mais le fait que je mentais à propos de lui et de cette époque, et que ce mensonge rendait Gunnar coupable au regard des autres, ce qui était grossièrement inexact, autant qu'il méritait. Il pensait manifestement que les événements avaient été tout autres. C'était ce qui me faisait peur. S'il y avait un aspect de moi que je craignais, c'était mon manque de rigueur. J'avais écrit que papa avait vécu chez grand-mère les 2 dernières années de sa vie et que cela les avait fait sombrer tous les deux. J'avais écrit qu'il avait renvoyé l'infirmière à domicile et l'aide ménagère. Gunnar réfutait ces 2 affirmations et écrivait qu'il avait des témoins pour prouver le contraire. D'où tenais-je ces informations? Comment savais-je que c'était 2 ans? Je ne le savais pas. Je l'avais écrit, cela venait bien de quelque part, mais d'où? J'étais à Kristiansand quand j'avais commencé à écrire Ute à Verden, je ne prononce pas très bien le norvégien, hors du monde, en janvier 1996. À cette époque, papa était complètement alcoolique et habitait chez grand-mère. Certes, il avait toujours son appartement à Moss, mais d'après ce que j'avais compris, il était très souvent chez elle, et pour une raison ou pour une autre, je m'étais mis en tête qu'il avait emménagé chez elle pour de bon cet été-là, soit 2 ans avant sa mort. Comment en étais-je arrivé à le croire? Je ne le savais pas. C'est la méthode de recherche des faits qui est problématique, qui est problématisée. Est-ce que ce que j'ai affirmé comme une vérité, comme étant la vérité, est prouvé? L'oncle Gunnar dit que c'est faux. Je pense que c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Et on voit bien qu'il y a un problème. Si on avait affaire à un document historique, à une recherche d'un historien, il y aurait un problème. Ou d'un journaliste, là aussi, on serait face à un problème. La littérature, elle, au fond, autorise, mais est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas à un cas limite, autorise de modifier les faits, de les rendre plus forts, plus marquants, plus choquants peut-être. Et est-ce que Karl Ove Knausgaard ne s'est pas engouffré dans des effets littéraires? Le fait que le père vive sa déchéance pendant 2 ans dans la solitude, sans l'infirmière qui s'occupait de la grand-mère, ni l'aide ménagère qui va faire que la maison va se remplir de cadavres, de bouteilles et de saleté. Évidemment, ça donne une scène, la scène où on découvre cette maison complètement en désordre, beaucoup plus forte qu'une maison un tout petit peu en désordre avec 2 ou 3 bouteilles qui traînent dans un coin et puis c'est tout. Donc est-ce que c'est pas un effet littéraire? Voilà, des questions qui sont importantes parce que dans notre lecture de Mon combat de Knausgaard, on a continuellement le sentiment qu'il nous décrit précisément les choses telles qu'elles se sont passées au moment où elles se sont passées. Et donc on rompt une sorte de contrat qu'on a signé virtuellement avec l'auteur. Rien que la vérité, toute la vérité. Et là, on se dit, peut-être pas. Et l'auteur lui-même doute de sa mémoire. Aurais-je pu simplement le supposer, puis laisser cette hypothèse se transformer en certitude, pour ensuite l'élever au rang de vérité absolue lorsque je commençais à écrire sur ce sujet 10 ans plus tard? Ce n'était pas seulement possible, c'était presque certain. Si Gunnar prétendait que mon père avait habité chez grand-mère seulement 3 mois, et qu'il avait des témoins, ce devait être vrai. J'avais aussi écrit qu'il avait renvoyé l'aide ménagère et l'infirmière,
D'où me venaient ces informations? Je ne le savais pas non plus. Dans mes souvenirs, j'avais la vague impression que cela venait de Gunnar lui-même, ou qu'il avait dit à Yngve c'est le frère de Karl Ove, au téléphone que notre père avait renvoyé l'aide ménagère et que l'on ne pouvait plus le joindre. N'était-ce pas là le motif de cet appel? Que papa s'était barricadé chez grand-mère et que Gunnar ne pouvait plus intervenir depuis qu'il avait essayé de ramener papa à la raison, en vain. C'était au cours de cette même conversation que j'avais appris que papa s'était cassé la jambe chez grand-mère et était resté longtemps par terre avant que Gunnar le trouve et le conduise à l'hôpital. Cet événement s'était gravé en moi. Cela avait dû être terrible, mais les circonstances qui l'entouraient étaient confuses. Je ne pouvais situer ni les faits, ni le moment où je les avais appris. Il était possible aussi que j'ai eu connaissance du renvoi de l'aide ménagère là-bas, après la mort de papa, quand Gunnar nous avait raconté ce qui s'était passé. Je ne savais pas. Il se pouvait qu'il ait exagéré. C'était une façon de nous dire que papa avait rendu toute visite impossible, que l'aide ménagère ne venait plus aussi souvent. Peut-être s'agissait-il seulement de l'aide ménagère, celle qui venait faire le ménage et pas de l'infirmière. Mais n'avais-je pas écrit quelque chose à propos de l'infirmière? Il y avait une troisième possibilité, que personne n'en ait dit un seul mot et que je l'ai moi-même déduit de l'état indescriptible de la maison. Il était difficile à concevoir que l'on ait nettoyé ou rangé quoi que ce soit depuis longtemps. L'aide ménagère avait donc bien été renvoyée, sûrement par papa. C'était ce que j'avais pu penser cet été 1998, et cela pouvait avoir été le point de départ d'une vague théorie, hissée au rang de vérité 10 ans plus tard. Je ne le savais pas. Mais j'étais sûr que Gunnar le savait, et s'il avait écrit avec tant d'assurance que cela s'était passé ainsi, cela devait s'être passé ainsi. Ce qui voulait dire que je manquais vraiment de rigueur. C'était déjà affligeant en soi. Mais est-ce que tout ce que j'avais écrit était si peu fiable? Si papa n'avait pas habité chez grand-mère 2 ans, mais 3 mois, et que l'aide ménagère n'avait pas été renvoyée, est-ce que cela changeait quelque chose aux vérités à l'origine du roman? Voilà des questions. Donc, sempiternellement, l'auteur se pose des questions sur son propre projet d'écriture, et sur ce qu'il a écrit dans le passé, et ce qu'il écrit dorénavant. Et donc, on entre dans les doutes, les anéantissements de l'auteur qui est sans cesse dans ces ressassements-là. Et puis, en parallèle de ceci, il nous raconte des détails de sa vie avec ses enfants, son épouse, qui a des problèmes psychiques assez importants. C'est l'objet surtout de la dernière partie de ce roman, puisqu'il faut l'appeler ainsi, que de raconter, là aussi en se posant la question de qu'est-ce qui doit rester intime et qu'est-ce qui est exposé à la face du monde, de raconter les folies ou les malheurs ou les dérèglements psychiques de son épouse et ses propres réactions à ce qui se passe pour elle, et également, c'est peut-être encore plus problématique, la réaction des enfants, qui sont encore en bas âge à ce moment-là. Donc on voit qu'on a plein de questions sur qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas. Il y a un choix dangereux fait par Karl Ove Knausgaard qui consiste à quand même publier, quand même écrire la vérité, même si ça fait mal à lui. Oui, mais aux autres qui n'ont pas choisi d'être exposés dans ces livres immenses que l'on a ici entre les mains. Donc la question qui se pose et que Karl Ove Knausgaard pose directement dans le livre, c'est celle-ci. Oui, pourquoi écrire ?
Je suis seul à l'instant où j'écris ces mots. Nous sommes le 12 juin 2011, il est 6h17 du matin. Dans la pièce du dessus, les enfants dorment. À l'autre extrémité de la maison, Linda est assoupie. De l'autre côté de la fenêtre, à quelques mètres dans le jardin, les premiers rayons du soleil frappent de biais à un pommier. Le feuillage est éclaboussé d'ombre et de lumière. Tout à l'heure, un petit oiseau s'était posé sur une branche. Il tenait dans son bec une sorte de ver ou de larve. Il est resté là un petit moment, renversant la tête en arrière pour l'avaler. Il est parti maintenant. Derrière la branche où il s'était posé sont suspendus les petits maillots de bain des filles. Toute la journée d'hier, elles se sont baignées dans la pataugeoire en contrebas, à l'abri d'un saule. La pelouse, dont une grande partie est à l'ombre, est encore humide de rosée. L'air résonne de gazouillis et de chants d'oiseaux. Il y a 6 mois, j'étais assis exactement à la même place, tôt le matin, les enfants dormant au-dessus et Linda à l'autre extrémité de la maison. Le poêle était brûlant, dehors il faisait très noir et des flocons de neige tourbillonnaient dans l'air. Pendant plus de 3 ans, j'ai passé tous les matins de la même façon, soit ici, soit dans l'appartement de Malmö, penché sur le clavier pour écrire ce roman qui touche à sa fin. Donc il met en scène aussi le moment de l'écriture elle-même. Et puis, il y a toute une partie au centre de ce livre-là, l'avant-dernière partie du combat de Karl Ove Knausgaard, où tout d'un coup on n'est plus du tout dans la vie de l'auteur, mais on est dans une analyse, un essai autour de l'autre livre, Mon combat, le Mein Kampf d'Hitler, dont on lit des extraits, on nous raconte, Karl Ove Knausgaard nous raconte en grande partie la vie d'Adolf Hitler. Il fait aussi l'analyse d'un poème de Paul Celan. Il réfléchit sur des questions d'ordre à la fois moral, politique, philosophique, psychologique autour de la Shoah, autour d'Hitler, autour de la vie, justement, d'Adolf Hitler et de ce livre Mein Kampf, de ce combat qui est très différent du combat de Knausgaard, puisque Hitler n'entre pas dans une introspection aussi précise que celle de Knausgaard, bien au contraire, il n'énonce que des grandes vérités de manière, au fond, très stéréotypée. En tout cas, c'est ce qui ressort de cet essai sur Hitler, qui occupe quand même une large partie de ce gros pavé que je tiens dans les mains. Large partie qui n'est pas toujours la plus passionnante, et qui surprend surtout au milieu de la vie racontée, tout d'un coup cet essai, qui réfléchit sur les noms, sur ce qui est important aussi dans la manière de raconter, de dire ce qui se passe. Et puis la dernière partie, qui est la 9e partie ici, le découpage en français et le découpage en norvégien n'est pas le même. Je pense que ça devait être 3 livres, ce truc-là, et pas un seul, puisque là on est dans le livre 6. Mais en fait, ça devrait être 7, 8, 9. Donc, avoir un peu des choix éditoriaux ici qu'on pourrait contester. Il me semble que la partie justement centrale qui est considérée comme qui n'est même pas écrit d'ailleurs comme étant une 8e partie, c'est le nom et le nombre. Il n'y a pas l'idée que c'est une partie à part entière. Mais elle est quand même insérée là-dedans. Ce qui peut être surprenant. Et c'est vrai qu'on a en fait la 8e partie. Ensuite, le nom et le nombre, cet essai autour principalement d'Hitler. Et puis la 9e partie, la fin. La fin qui, comme je vous l'ai déjà dit, retrace la maladie de l'épouse de Karl Ove Knausgaard, Linda, et qui montre là aussi cette difficulté à dire ce qui est de l'ordre de
de l'intime et de la tragédie intime que vit Linda, qui tantôt est dans un état d'euphorie et tantôt est plus capable de rien faire. Et la question du rapport entre Knausgaard, Karl Ove, et son épouse, et de la manière dont il l'expose comme un objet littéraire, comme un objet d'étude, sans se rendre compte qu'elle-même, elle lit aussi ce que Karl Ove Knausgaard écrit. Elle le lit sans forcément qu'il lui ait dit ce qu'il pensait et ce qu'il allait écrire sur elle dans le livre et sur ses enfants. Donc ça pose des problèmes. Et on a ce va-et-vient constant dans ce livre-là, et c'est ce qui en fait l'intérêt aussi, entre la vie quotidienne la plus banale, s'occuper des enfants, et des réflexions beaucoup plus métaphysiques parfois, ou beaucoup plus profondes sur le sens de la vie. Tout cet essai autour d'Hitler, de la poésie de Celan, etc., montre justement ce pan-là de Knausgaard, toutes les réflexions autour de la littérature qui sont très nombreuses, et puis, tout d'un coup, le quotidien, le plus banal. Justement, là, j'ai une dernière page que j'aimerais lire qui montre ce passage parfois assez brusque. Cela m'occupait l'esprit depuis 15 ans. J'étais à la recherche de penseurs qui confirmaient cette idée, en particulier Nietzsche et Heidegger, mais aussi Foucault, qui, en s'intéressant davantage à la structure sociale, creusait la question. Mon problème était que je n'avais pas avancé, je n'avais pas bougé d'un pouce durant ces 15 années, depuis que j'avais étudié la littérature et l'histoire de l'art à Bergen. Cet état de fait contredisait tout, finalement. La création, la genèse, l'apparition, l'innovation éternelle, partout, sauf dans ma tête. Je rentrais pisser. Et tout d'un coup, il y a une réflexion, alors je ne sais plus exactement sur quoi c'est, où il convoque Nietzsche, Heidegger, Michel Foucault, des gens qui sont évidemment des références incontournables. Et tout d'un coup, je rentrais pisser. Ma pisse était claire, presque transparente, et me revint en mémoire l'urine de mon père que j'avais vu les matins où, pour une raison ou pour une autre, il oubliait de tirer la chasse d'eau. Elle était jaune foncé, presque marron. C'était terrifiant. J'associais cette couleur à son tempérament et à la virilité. Ma pisse claire, presque blanche, était féminine. La sienne, foncée, masculine. Sa colère aussi était masculine. Ma peur était féminine. Je tirai la chasse d'eau, retournai sur le balcon et restai là un moment à regarder la pelouse. Non, elle se trompait. Je ne la méprisais pas. Là, tout d'un coup, il parle de Linda, son épouse. Mais elle exigeait tellement de moi, tellement plus que quiconque avant elle, et elle ne s'en rendait pas compte. C'était parfois si exaspérant qu'elle me mettait dans un état proche de la folie. J'étais tellement furieux qu'il n'y avait plus rien d'autre que ma rage. Mais je la gardais pour moi. Et ce qui émanait alors de ma personne, quand la colère me prenait et se mêlait à mon corps, quand mes gestes se gonflaient de hargne, pouvait forcément se confondre avec du mépris. Non, c'était du mépris, pendant un moment. Mais le moment passait, et autre chose survenait. Était-ce cette autre chose la plus importante? Est-ce qu'au fond, nous étions bien ensemble? Est-ce qu'au fond, je l'aimais? Vous voyez que tout d'un coup, on passe à des réflexions sur le couple que forme Karl Ove Knausgaard avec Linda. Et donc, il y a ce déroulement du texte qui passe d'un plan à l'autre de manière très rapide, presque brutale, qui fait aussi qu'on lit ça avec intérêt, que ces scènes de la vie quotidienne d'un homme qui, au fond, ne nous intéresse pas forcément, un type qui vit avec ses 3 enfants et son épouse en
en Suède, norvégien. Est-ce que ça a beaucoup d'intérêt pour quelqu'un qui vit à l'autre bout de l'Europe? Pas forcément, mais on entre en empathie avec Karl Ove Knausgaard parce que lui-même se donne, lui-même va exposer de manière sincère ses doutes, sa vie, ses questionnements profonds sur sa propre vie et sur des questions beaucoup plus vastes que celle-ci. Et donc on ressort de la lecture du combat de Knausgaard, lecture longue, parfois ennuyeuse, on en ressort avec le sentiment d'une certaine gratitude pour cet homme qui a eu le courage ou la folie de nous montrer simplement sa vie. Rien que sa vie, mais avec toutes les difficultés de celle-ci, tous les méandres de sa pensée, et en revenant sans cesse sur quel pouvait être le sens de cette vie particulière-là et le rapport qu'elle peut avoir avec toutes les vies, la nôtre y compris. Donc une lecture assez forte que ce combat de Karl Ove Knausgaard et cette fin de combat dont je viens de lire quelques brefs extraits. Et sur ce